Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Colette Brun. Je suis co-responsable de l'Axe Arts Médias Diversité culturelle. Donc, bienvenue à vous tous qui êtes dans la salle. On a un beau public en présentiel et vous tous qui vous joignez à nous en ligne. Donc, aujourd'hui, on va entendre une conférence d'un nouveau membre de l'Axe qu'on va vous présenter dans un instant, Jeremy Peter Allen. Donc, bienvenue à tous les membres de l'Axe qui se joignent à nous et autres étudiants, collègues, autres personnes intéressées. Je voulais d'abord vous mentionner que nous lançons un deuxième tome de notre ouvrage, enfin la suite de notre ouvrage collectif qui a été publié en mai dernier, qui s'appelle toujours Intelligence artificielle, culture et médias. Donc, il y a un appel à propositions en cours sur l'IA générative ou les IA génératives, la culture et médias, donc un peu plus précis maintenant. Donc, on reçoit les propositions jusqu'au 15 décembre. Donc, l'avis est sur le site de l'OBIA si ça vous intéresse. Et on a bien hâte de lire les propositions. Donc, à toi, Véronique. Merci, Colette. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de Jeremy Peter Allen, que sans plus tarder, je vais vous présenter. Alors, Jeremy est cinéaste indépendant et professeur-chercheur créateur au département de littérature, théâtre et cinéma à l'Université Laval. Il s'intéresse principalement à la fiction, mais il a aussi touché au documentaire, aux vidéoclips et à la vidéo d'art. Ses réalisations incluent Requiem, Contre un plafond en 2000, Manners of Dying en 2005, À la plage datant de 2014 et Fuck les Whites de 2024, une sortie récente qui est dans les festivals en ce moment. Oui. Au printemps 2024, il réalise un premier court-métrage généré par IA intitulé Renversement. Constatant à quel point l'IA générative changera radicalement sa pratique, il décide d'en faire son champ de recherche principal pour les prochaines années. Et pour notre plus grand plaisir, parce que Jérémy a joint récemment, comme Colette le disait, le groupe de chercheurs de l'Axe Arts, Médias et Diversité culturelle de l'OBIA. Et nous sommes vraiment heureux de t'accueillir aujourd'hui. Jérémy, merci beaucoup. Un téléphone qui sonne en même temps. Alors, Jérémy fera une présentation d'une trentaine de minutes et qui sera suivie par un échange avec vous, public, en ligne ou en présence. Donc, une période de questions-réponses également de 30 minutes. Alors, la parole est à toi, Jérémy. Merci. Alors, je vais prendre un petit instant ici pour démarrer la présentation. Donc, voilà, share. Et vous devriez bientôt voir. Voilà, je vais parler de la vallée de l'étrange, des transformations qui sont en cours et qui sont majeures dans la façon de créer de la fiction au cinéma et qui passent par les outils d'IA générative. Je me présente un petit peu avant, Véronique l'a déjà fait un peu, mais je vais parler plus de ce que j'ai fait depuis 30 ans. Je suis cinéaste depuis une trentaine d'années. J'ai travaillé sur, je ne les compte plus, mais au moins 150 productions à toutes sortes de postes. J'ai été producteur, scénariste, réalisateur, monteur image, concepteur sonore et j'ai fait beaucoup de travail technique de plateau pendant longtemps aussi. Voilà, comme ça a été dit, je constate maintenant que tout ça va changer de façon radicale. Donc, je suis, comme je dis toujours, j'oscille entre certaines journées, je suis en état d'émerveillement par rapport à ce que l'IA peut offrir et d'autres journées, je suis un peu en panique. Je me dis, mon Dieu, tout va s'écrouler. Ça va clairement changer la pratique. Je parlerai en fin de présentation de certains des défis éthiques que ça présente, qui sont souvent liés à la présence. Est-ce qu'on va avoir encore besoin d'humains dans le processus? C'est la même question qui se pose dans beaucoup de domaines, je pense. Je vous montre tout de suite. On a parlé de Fuck les Whites, qui est mon plus récent film, qui a été lancé au Festival Fantasia en 2024, qui est en
c'est du live action, de la prise de vue réelle standard. Donc, je vous montre un petit extrait. Fuck les whites. Il me semble qu'il y en a partout en ville depuis quelque temps. Donc voilà, je vais le laisser rouler pendant que je parle. C'est un court-métrage sur des militants d'extrême droite qui opèrent dans les rues de Québec. Voilà, c'est un sujet un petit peu lourd et difficile, mais donc c'est en festival en ce moment. Celui-là, il n'y a vraiment pas d'IA dedans. Ça a été fait de façon tout à fait classique. En 2000, maintenant, je vais changer la diapo. Je vais vous parler de Renversement qui, au printemps dernier, j'ai fait un premier film généré entièrement par IA. Donc, absolument pas de tournage. Tout ce que vous allez voir à l'écran a été généré. Et regardons un extrait, j'en parle après. C'est une quarantaine de secondes. Dans cette vie renversée, vous naissez du sol. Lors de cérémonies funèbres, on creuse pour vous sortir de terre et vous transporter de manière grandiose jusqu'au salon mortuaire, où le maquillage de naissance sera enlevé. Voilà, je vais l'arrêter là. Revenir en fait, juste voir. Ah, attendez un instant. Revenir, j'essaie de trouver mon. Voilà, je ne voyais pas le. Bon, je vais le reprendre un petit peu plus loin. Je vais vous parler ici le concept du Uncanny Valley. En français, il n'y a pas d'excellente traduction. On dit parfois la vallée de l'étrange, la vallée dérangeante, la vallée de l'inquiétante étrangeté. Ceux qui jouent avec des images ou qui ont fait de la robotique connaissent sans doute le concept. Ça nous vient de la robotique. C'est le professeur Masahiro Mori, un japonais qui a introduit le concept en 1970, donc ça fait un certain temps. Et je vous en parle parce que ça va expliquer un peu la différence qu'il y a eu jusqu'à présent entre le cinéma généré par IA et le cinéma live action, mais ça a tendance à se rétrécir, cette différence entre les deux. Et je vous montre, tout d'abord, plaçons un peu le concept. C'est le graphique qui illustre qu'est-ce que c'est. On voit le valley, c'est vraiment le graphique qui pique vers le bas. À l'horizontale, c'est la ressemblance humaine. Donc, si on part de gauche, c'est pas de ressemblance du tout jusqu'à 100%, c'est une similitude parfaite de l'humain. Et à la verticale, ici, c'est appelé l'affinité, c'est les émotions, la réaction émotive d'un observateur humain qui regarde le robot, parce que c'est un concept de robotique au départ, et qui peut être plus ou moins positif. Alors, si on voit que le professeur Mori a constaté qu'à mesure que la ressemblance humaine augmentait, les émotions positives, l'empathie, la sympathie, augmentaient aussi jusqu'à un certain point. Et il y avait un point où la ressemblance était trop près de l'humain et tout d'un coup, ces émotions chutaient vers le bas, devenaient négatives. On tombait dans l'antipathie, dans la révulsion carrément, dans certains cas. Et c'est ça l'Uncanny Valley. Je vous montre, on va faire un petit parcours. Imaginez un parcours de différents robots. Un bras industriel ici, ben, c'est pas humain, c'est pas sympathique, c'est à peu près le niveau 0 dans les deux cas, ressemblance et sympathie. À mesure que l'humain s'anthropomorphise, qu'on prend une forme un peu humaine, ben, on commence à le trouver plus sympathique, à projeter des émotions humaines dessus. Et à mesure qu'on lui met des yeux, un cœur, des doigts, il se ressemble de plus en plus à un être humain, la sympathie envers le robot augmente. Wall-E, vous le connaissez, très, très sympathique. C'est encore un robot, pas trop humain encore, donc la sympathie monte toujours. Et on atteint toujours un point où, là, ça chute. Ça, il y a quelque chose de dérangeant. C'est plus près, c'est plus ressemblant que ce qu'on a vu avant. C'est un robot. Mais on plonge dans ce qu'on appelle l'Uncanny Valley, la vallée de l'étrange. Il y a quelques exemples ici. Vous avez sans doute vu Sophia.
très récemment, Aida, cette IA qui a un corps de robot, qui peint, qui est une artiste, et une de ses toiles vient de se vendre 1,1 million. Mais il y a quelque chose, pour la plupart des gens qui la regardent, ils disent « Attends, c'est dérangeant. » Donc, ce concept-là de l'Uncanny Valley s'applique aussi à la génération de formes humaines en IA. Et on a été beaucoup... Quand j'ai fait mon premier film, au mois de mars, on était carrément dans le fond de la vallée. Et avec ce que je veux... aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on commence à remonter de l'autre côté. On n'est pas sorti de la vallée encore, mais on est en train de commencer à monter l'autre flanc de la vallée vers quelque chose. Le graphique, en fait, étrangement, il arrête à 100%. On ne sait pas trop. Quand on va être rendu à une ressemblance humaine parfaite, qu'est-ce qui va se passer. Mais donc, ici, je reviens avec... bon, si je peux reprendre juste... J'ai besoin de voir le coin de l'écran. Merci. Prenons par exemple cette image-ci, c'est un bel exemple du Uncanny Valley. C'est des formes humaines, mais on voit qu'il y a de la décohérence, du morphing, des fois il y en a qui ont trop de doigts. C'est proche, mais il y a quelque chose de vraiment dérangeant si vous regardez les visages. Et dans le film, je m'en suis servi. C'est fait pour être dérangeant. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait tenir compte de cet effet dans l'Uncanny Valley-là et l'incorporer dans le travail. Maintenant, depuis, dans les 6 derniers mois, je parle de ce premier film comme si c'était de l'histoire ancienne. Il s'est passé tellement de choses durant l'été. Bon, déjà, en mars dernier, Sora est apparu. Je pense que vous avez vu déjà, il changeait beaucoup de choses. On avait tout d'un coup plus de limite de 5 ou 6 secondes de plan. On pouvait faire des très longs plans, des mouvements de caméra plus complexes. Les mouvements humains ici qu'on voit, je pense que c'est des images que vous avez sans doute vues, déjà des démonstrations de Sora qui datent du printemps dernier. Et ici, même chose, ressemblance humaine beaucoup plus près du photoréalisme. Il y a encore des petites erreurs, des petites décohérences qui me font retomber dans la vallée un peu, mais ça a beaucoup progressé. Sora n'est toujours pas disponible. En fait, il y a des rumeurs qui courent actuellement que ça va peut-être débloquer bientôt, mais la plupart des artistes, on n'y a pas accès encore. C'est vraiment un happy few, un petit groupe select de cinéastes qui ont pu travailler avec. Par contre, cet été, il y a des compétiteurs qui sont apparus. Le premier, le 12 juin, Luma Dream Machine de la compagnie Luma, qui n'a pas la qualité de Sora, qui fait des choses artistiquement intéressantes, mais qui a aussi tendance à faire des images floues. C'est ce qu'on lui reproche. La plupart des artistes qui ont travaillé avec, ils ont une frustration, il y a un flou dans les images qui est toujours un peu irritant. 2 semaines après, Runway, qui est la plateforme principale de génération de vidéos commerciales, sort Gen 3, qui, là, vraiment, là, on est plus proche de quelque chose qui peut ressembler à Sora. Donc, vous voyez des longs plans. On ne sent pas tout à fait de photoréalisme, mais ça sent bien. Vous allez voir les personnages dans un instant aussi sont... vous voyez que ça s'approche dangereusement du photoréalisme. Il faut dire ici que c'est quand même une compilation, un best-of, c'est les meilleures générations. J'ai beaucoup travaillé avec Runway cet été. Il a tendance encore à faire certains problèmes dans la génération des fois, mais c'est certainement une avancée. Il y a les Chinois qui sont rentrés. Jusqu'à date, j'ai parlé de technologie américaine, mais le premier qui est arrivé en juin aussi, Kling, qui, tout d'abord... Kling, il fallait avoir un numéro de téléphone de cellulaire chinois pour y accéder. Ça, c'était milieu d'été, mais depuis septembre, je crois, il est accessible partout, donc employé de plus en plus. Et le modèle, le générateur le plus populaire en ce moment, et combien de temps il va le rester, on ne sait pas si on a toute tendance à se dépasser tout le temps, c'est Hailuo, appelé Minimax en Occident, mais vous voyez vraiment, c'est d'une qualité exceptionnelle. Ce sont toutes des images générées ici. Vous voyez la différence depuis le mois de mars. Une après l'autre, ces nouveaux modèles, ces nouveaux générateurs qui apparaissent et qui changent complètement. En fait, c'est un peu difficile de suivre. On s'habitue à l'un, puis il y en a un meilleur qui arrive tout le temps. Donc, je mentionne aussi Flux parce que Flux n'est pas en fait un générateur d'images fixes, mais qui est en open source. Kevin, mon assistant de recherche, va vous faire un petit topo sur l'open source en fin de présentation, mais Flux est vraiment, c'est
supérieur, selon moi, à Midjourney maintenant pour la génération d'images fixes, et il fait des choses très, très photoréalistes, et il est open source. On parlera de ça un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, tous ces outils, et un dernier que je veux mentionner, Acto-One, qui est sorti le 22 octobre, donc ça fait à peine un mois de Runway, qui vient de régler, du moins d'ouvrir la possibilité qu'on ne pouvait pas faire avant de travailler avec du dialogue dans le cinéma autogéré. Je vous montre, ça dure une quarantaine de secondes. C'est un très, très court métrage et il y a un petit quelque chose après que je veux que vous voyez aussi. Been waiting long enough. I think it's time to decide. You really think you can just walk away from all this? I have to. There's no other choice. There's always a choice. You just don't like the alternatives. What would you have me do? Stay? Just watch it all crumble around me? It's what you signed up for. It's what we all signed up for. I signed up to make a difference. I'm not just trying to be a cog in the machine. You think leaving will solve anything? It's a start. There's always a choice. You just don't like the alternatives. What would you have me do? Stay? Just watch it all crumble Donc, vous around voyez, me? le dernier petit extrait montre comment l'outil travaille. C'est qu'il faut filmer un comédien ou n'importe qui sur un fond blanc et cette personne-là, son apparence pilote l'apparence du personnage généré. Et on le voit aussi, on peut même, avec un cloneur de voix, changer la voix. Donc, c'est le même comédien qui a fait le chant et le contre-chant. Je reviens un petit peu plus loin avec quelques exemples. Donc, juste pour revenir ici au graphique, vous voyez maintenant que là, on est en train de remonter de l'autre côté. C'est pas parfait, il y a encore quand on travaille avec ces outils-là tous les jours, on voit les limites. Ce qu'on a vu, c'était souvent des démos où ils montraient les meilleures choses seulement. Mais je vous parle d'Isolette, qui est mon nouveau projet. Isolette, c'est un mot pour c'est une isolette, c'est un incubateur dans une unité de soins intensifs néonatales, qu'on appelle une usine, en fait. En fait, c'est un film que j'ai voulu faire il y a une quinzaine d'années et que je n'ai pas pu faire pour des raisons technologiques. Et l'IA m'ouvre des possibilités que je n'avais pas à l'époque. Très rapidement, vous raconter ce de quoi ça parle. C'est un huis clos dans une unité de néonatologie. C'est deux parents autour de l'isolette de leur petite fille qui est prématurée. Et la mère, elle a de la difficulté à créer un lien émotif avec le bébé alors que le père y arrive plus spontanément, plus facilement. Ça crée des tensions dans le couple et l'histoire procède de ça. Donc, quand j'ai essayé de le faire il y a une quinzaine d'années, je reviens à la robotique, l'idée, c'était de faire le bébé en animatronique, qu'on appelle. Donc, vous voyez, l'idée, c'était de faire le bébé en robot et de mettre une peau de latex par-dessus. Mais je connaissais pas le terme à l'époque, mais on est carrément dans l'uncanny valley. Regardez le bébé, c'est absolument pas réaliste. On dirait un bébé satanique. Ouais, c'est ça. Ça serait mieux sur une pochette de disque heavy metal que dans un film. Alors, non, ça allait pas du tout. Et donc, ça, c'est une première chose que l'IA me permet. Voici une courte expérimentation qu'on fait pour le bébé. Donc, vous voyez, déjà, c'est plus photoréaliste. On voit le bébé respirer un peu. Ça nous permet de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Et les parents, par contre, je vais les filmer avec des vrais comédiens. Ça, c'est la mère, c'est pour ça qu'elle est en silhouette, je ne l'ai pas encore trouvé, mais le père va être joué par Maxime Robin, qui est un ami comédien à moi, et Pierre Charbonneau, qui va jouer le docteur Amélios, qui s'occupe du bébé. Je vais en parler, je vais revenir avec quelques images de Maxime plus loin, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant. L'autre chose l'autre empêchement majeur du film à l'époque, c'était, évidemment, on ne peut pas tourner dans une vraie unité de néonatologie, ça fonctionne 24 heures, il y a des bébés, tu peux pas. Donc, il aurait fallu que je le bâtisse en décor et rapidement, j'ai vu que j'avais juste pas les moyens de soit louer les machines ou de faire des décors qui ressemblaient à des machines. Maintenant, tout le côté du décor, l'usine, l'unité de soins intensifs néonatologie, on peut créer ça facilement. Vous voyez, ça c'est des modèles 3D qu'on peut acheter pour, je pense que ce kit-là, il coûte 100$ en ligne. Et tous les morceaux, on peut les placer. Et ce qu'on peut faire,
Je vais devoir, je crois, sortir un petit instant si je peux, parce que c'est en cours de... J'ai un autre étudiant qui travaille à créer l'environnement 3D de l'usine en ce moment. Mais je vous montre une approximation ici. Ça, c'est le NHS en Angleterre qui fait des modèles 3D de toutes ces unités néonataux parce que ça permet aux parents qui attendent un bébé prématuré d'apprivoiser le lieu à l'avance. Mais vous voyez, ce que ça permet, c'est que ça permet vraiment de circuler à travers comme si on était un caméraman qui cherche un angle. Et admettons, pour la démonstration, justement, je veux cet angle-là. Et là, je vais vous montrer, je reviens dans la présentation. Ah, là, peut-être les gens en ligne n'ont pas vu ce bout-là, par exemple. Je m'en excuse. On revient à... Donc, voilà choix de l'angle de caméra dans l'espace 3D. Je me prends en cobaye pour ce démo-là. On ajoute le personnage à l'avant-plan. Il faut l'ajouter. Et l'IA nous permet ensuite de faire du retexturage et d'intégrer tout ça. Et ça, pour la démo, je le fais juste en plan fixe. Mais évidemment, on peut le faire en mouvement avec des mouvements de caméra qui suivent les mouvements de caméra qu'on ferait en studio qui correspondent à ceux qu'on ferait en 3D pour créer cet espace virtuel-là et qui peut être photoréaliste. Donc, tout ça, c'est merveilleux. Quand je vous disais que je trouve tous ces outils-là fantastiques, mais ça soulève des défis éthiques. Je vais en mentionner un dans la présentation et il y en a d'autres qu'on pourra, dans la période des questions, si vous voulez les aborder, on pourra élargir. Mais en 2023, la Screen Actors Guild, le syndicat aux États-Unis, a fait une grève qui a bloqué toute l'industrie pendant toute l'année, et pas juste aux États-Unis. La grève se passait à Hollywood, mais, exemple, Montréal, les studios là-bas reçoivent beaucoup de tournages, font beaucoup d'argent avec les productions américaines qui viennent, et ça s'est asséché pendant un an. Donc, vraiment, ça a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Et un des enjeux majeurs de la grève, c'était l'IA, le contrôle de son apparence. Les comédiens, on sait, leurs outils de travail, c'est leur apparence et leur voix. L'IA permet, comme je vais vous le démontrer à l'instant, c'est une petite démonstration pour vous illustrer le problème. Je me prends encore en cobaye. Ici, c'est encore, on travaille dans Act 1 qu'on a vu plus tôt. Donc, alors, me voici devant un écran blanc et c'est un test. Ça paraît peut-être pas, il y a peut-être quelque chose qui semble être en arrière de moi, mais je vous assure que ce n'est qu'un écran blanc. Et je n'ai besoin que d'une seule fois. Ça, c'est Maxime, le comédien qui joue le père, Maxime Robin. J'ai besoin d'une photo frontale comme ça, c'est tout. Et je peux faire quelque chose du genre... maintenant, je peux carrément piloter son apparence et sa voix. Ça paraît peut-être pas, il y a peut-être quelque chose qui semble être en arrière de moi, mais je vous assure que ce n'est qu'un écran blanc. Et je peux même, si ça c'était ma voix, mais je peux prendre la voix de Maxime aussi à travers le clonage. Ça paraît peut-être pas, il y a peut-être quelque chose qui semble être en arrière de moi, mais je vous assure que ce n'est qu'un écran blanc. Donc, vous voyez le problème, évidemment, les comédiens, quand ils ont vu ça, mais à la minute, ils vont prendre notre photo puis ils vont faire... on pourra en discuter. Il y a des raisons. On en reparlera après dans la période des questions. Il y a des utilités à ça, à cette technologie-là, mais tout dépend de comment on l'utilise. Évidemment, c'est une question de consentement qui rentre en ligne de compte ici. Donc, voilà, je vais maintenant passer la parole à Kevin, mon auxiliaire de recherche, pour qu'il vous parle un peu des outils open source avec lesquels on commence à faire des recherches, parce que tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, c'était des technologies propriétaires, surtout des compagnies américaines et chinoises. On va parler de ces problèmes-là, mais voilà, je laisse Kevin compléter la présentation, s'il connaît un petit peu plus en open source. Bonjour tout le monde. Ma présentation, en fait, je commencerai pour... ça paraît peut-être pas. C'est en bas. Ça paraît... Voilà. Donc, je commencerai avec un angle de réflexion. Ici, en fait, on abordait l'IA générative au cinéma de la même façon que le synthétiseur a transformé, en fait, le monde de la musique. Donc, vraiment, on va se concentrer, comme Jérémy l'a abordé, sur une approche open source. Donc, je vais expliquer vite fait l'open source pour les gens qui ne s'y connaissent pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir un code source qui est complètement ouvert à tous. Donc, vraiment, c'est l'idée d'une transparence complète.
qui permet à tout un chacun de pouvoir aller voir, vérifier le code source ou même le modifier, proposer des modifications, s'en accaparer et le modifier, tout ça. Ce qui permet justement de sortir cette technologie-là des mains de la privatisation. Donc, ici, comme je disais, vraiment une similitude qu'on peut voir entre les synthétiseurs et l'IA générative. Donc, déjà, la première idée, c'est vraiment l'idée de démocratisation, en fait, des technologies. Dès le départ, c'est sûr que les premiers synthétiseurs, c'était comme des gros orgues très volumineux qui n'étaient pas nécessairement très démocratisés, justement. Mais au début des années 2000, l'open source a vraiment emmené tous ces logiciels-là qui réussissaient, en fait, à transformer le son chez tout un chacun qui voulait se connecter avec Internet, le télécharger et pouvoir ensuite s'amuser avec les outils qui étaient disponibles. Et la similitude va même plus loin où, en fait, cette démocratisation a emmené une nouvelle caste de musiciens de la scène underground, plus récemment, mettons, avec les plateformes comme SoundCloud, et qui ont emmené, en fait, des nouveaux styles, comme au départ, on pense tout à l'électro, qui est assez directement lié sémantiquement avec la technologie, mais plus récemment, on a eu le trap ou le lo-fi qui est arrivé vraiment, puis qui vient de ces home studios-là que n'importe qui peut avoir chez eux. Et dans l'IA générative, ben, en fait, c'est quelque chose de similaire où, en fait, il y a la possibilité avec l'open source d'avoir une démocratisation des ressources de production, ce qui peut emmener des horizons artistiques intéressants, comme les synthétiseurs l'ont pu, et on va sûrement voir émerger une nouvelle caste de cinéastes et même des nouveaux styles cinématographiques. Et cette similitude-là se voit même, en fait, dans, on peut dire, le hardware, ou en fait, dans le back-end, ce qui est derrière la machine, ce qu'on ne voit pas, qui est vraiment similaire, en fait. Dans les deux cas, on ne peut pas, on peut dire, générer à partir de rien. Donc, on va commencer au début avec un bruit blanc. Dans les synthétiseurs, on va commencer avec une tonalité vraiment très simple, et on pourrait dire la plus simple possible, puis on va ensuite la modifier pour arriver à un son, mettons, un son qui serait humainement indissociable, mettons, d'un vrai son de violon. Et ici, ben, avec ce que je vous présente ici avec l'image du bas, ben, c'est un exemple, en fait, du logiciel que l'on utilise dans nos projets, qui est Comfy UI. Et Comfy UI, ce qui nous permet, en fait, c'est très, très simple, c'est juste de permettre d'automatiser la relation entre différents logiciels. Donc, ici, sur l'image, un peu de la même façon que le synthétiseur va transformer un bruit blanc, bien, comme UI avec les logiciels de Stable Diffusion, Flux, comme Jérémy le nommait tantôt, donc des modèles open source, permettent, en fait, on part à gauche avec un bruit blanc. Donc, c'est vraiment, en fait, complètement aléatoire. Chaque pixel est une valeur de gris différente. Et ce qu'elle va constituer, en fait, c'est le point de départ. Ensuite, on a le premier node qu'on appelle, le premier encadré à gauche, et qui s'appelle load checkpoint, qui permet de loader le modèle. Dans le fond, le modèle, lui, on pourrait dire que c'est un logiciel qui comprend les images qu'on peut lui montrer, qui va être capable de les recréer de manière très schématisée, ça ressemble à ça. Et ensuite, les différents inputs, donc les différentes informations qu'on va donner au logiciel, on peut passer ensuite selon André, où c'est qu'il est écrit, en fait, ce que l'on veut, c'est-à-dire un close-up shot of a very premature baby, et ensuite, ce que l'on ne veut pas, donc une mauvaise photo, quelque chose de non réaliste, etc. Ensuite, en bas, on a empty latent image, ce qui est en fait des informations, on peut dire, comme là, c'est la largeur, la hauteur. Et toutes ces informations-là, on peut dire qu'on va rentrer dans la machine, servent en fait à créer une image latente. Une image latente, pour simplifier, c'est une représentation probabiliste de la manière que le logiciel va interpréter ce qu'on va lui donner. C'est-à-dire que c'est la manière qu'il réussit à comprendre toutes les informations qu'on va lui donner pour ensuite créer une image qu'on veut qu'il crée. Donc, tout ça rentre dans le Key Sampler, qui est l'encadré au centre, qui va on pourrait mettre ces informations-là en même temps, la combiner dans une image latente unique, qui va ensuite être réinterprétée ou décodée par le VAE, qui va permettre ensuite une visualisation en pixels de l'image latente. Donc, un peu comme le synthétiseur, on a parti d'un bruit blanc, on arrive avec un son X, ben ici, on part d'un bruit blanc et on arrive avec l'image qu'on a décidé de générer. Donc, ce qui nous permet de voir ici, c'est que le fait que ce n'est pas une boîte fermée où on va lui demander, mettons, fais-moi un film, et pouf, on a un film. C'est vraiment pas ça l'idée, c'est beaucoup plus complexe. C'est vraiment, en fait, une nouvelle manière malléable de transformer, en fait, de manipuler les images. Et ce qui est intéressant, justement, avec ça, c'est que tout ça est perméable, en fait, grâce à imperméable justement grâce à l'open source et le fait que tout le monde peut participer à ça.
Donc, moi, ma vision, du moins, de l'open source, c'est vraiment ça qui va nous permettre de participer à cette révolution-là de l'intelligence artificielle. Une manière, en fait, qu'on va avoir de déprivatiser cette technologie-là et faire en sorte qu'on va pouvoir participer tous ensemble à créer le futur qu'on veut demain avec l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, c'est notre manière qu'on a de prendre un contrôle sur l'avenir de l'humanité. Je pourrais conclure. Vous avez, si vous avez perdu des bouts, là, vous comprenez pourquoi j'ai besoin de Kevin avec moi pour cette partie-là. Le open source est fantastique. Tout ce que je vous ai montré avant, vous connaissez sans doute Midjourney, mais Runway, Kling, c'est très simple d'utilisation. Mais on ne voit pas ce que ça fait. Tout le open source, ça nous permet de voir ce qui se passe. Par contre, on le voit, l'utilisation est un petit peu plus complexe. Donc, on fait un petit peu des deux dans cette phase de recherche-ci, mais certainement, on veut de plus en plus se servir de l'open source parce qu'on veut s'éloigner le plus possible des grosses compagnies américaines et chinoises ça influence le style d'image qu'on génère. Ça, on pourra en parler aussi, l'espèce de souveraineté créative qu'on cherche à avoir à travers l'open source. Voilà, ça conclut notre présentation. Maintenant, je repasse Merci beaucoup à tous les deux, Jérémy et Kevin. Alors, nous avons, comme annoncé, prévu une période d'échange de questions. En ligne, vous pouvez formuler vos questions par écrit dans la conversation, puis elles seront relayées par Charlotte. Dans la salle, évidemment, je vous invite à prendre la parole suffisamment fort pour que ce soit bien capté par les micros, là, pour ceux qui sont plus au fond dans la salle. Alors, voilà, la période est ouverte. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait casser la glace avec une première question. Oui, c'est mieux. On va mieux voir, oui. Je pourrais casser la glace. Oui, présentez-vous pour que Valérie de Bourassa, l'auditoire. oui, professeure dans la faculté des 3A, je dis la faculté créative de notre université. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui soulève beaucoup de questions et tout ça, mais je voudrais revenir d'abord sur la question de l'Uncanny Valley. J'ai travaillé avec cette notion pendant 10 ans au moins, avec des étudiants justement qui étaient des programmes d'animation 3D. Et comment c'était la grosse question de comment on arrive à bâtir de zéro un personnage réaliste. Hein? Ça a été le Saint Graal poursuivi pendant des années. Un petit peu, j'ai envie de dire, faire un lien avec en musique, lorsqu'on essayait d'obtenir un son réaliste depuis zéro en mélangeant les ondes jusqu'à ce que le sampling arrive. On ne se casse pas la tête, on fait du sampling, puis voilà, on a un son déjà complexe, etc. Puis il y a eu le même processus, et puis quand on tombe justement dans la fameuse Uncanny Valley, moi je me rappelle d'avoir travaillé avec des étudiants à essayer d'animer un personnage, puis on a toujours des choses comme le simple fait, par exemple, qu'on a un personnage fabriqué qui ne lève pas les épaules légèrement en parlant. La respiration fait qu'on a un léger, très, très, très léger mouvement d'épaule. Et ça va être perçu par notre système, parce qu'on est très sensible à ça. Dans les expressions faciales, c'est encore plus fort, parce que dans le cerveau, il y a une masse d'informations importantes. Alors, je voulais simplement peut-être faire ce pont d'une recherche que tu as évoquée très, très rapidement, évidemment, avec la Vallée de l'étrange, mais cette recherche du personnage fait à l'image de l'humain, etc. Puis on tombe justement, et puis là, on a l'impression que c'est de la magie. Je pense que tous, quand on utilise ça la première fois, il y a quelque chose qui nous fascine. Qu'une technologie comme ça arrive, on essaie de comprendre, c'est très complexe quand on essaie de s'y mettre vraiment là, à fond pour comprendre comment ces algorithmes marchent. Alors, je voulais simplement souligner ce point. Puis, ça m'amène peut-être à dire qu'au cinéma, justement, les effets visuels, c'est pas la même chose dans tous les domaines, mais c'est une continuité, en fait, de ce qu'on essayait de faire depuis Méliès. C'est un très bon point, ça. Continuité, ce n'est pas une rupture, c'est une continuité. Puis je pense au film L'étrange histoire de Benjamin Button, qui date de 2008. Alors déjà, avec Benjamin Button, on tombait un peu sous notre dos quand on voyait la transposition de Brad Pitt
un visage très connu, puis bon, c'est l'histoire d'un homme qui vit sa vie à l'envers. Alors, on avait déjà une maturité des effets spéciaux assez étonnants au cinéma bien avant l'intelligence artificielle. Absolument. Et j'amène peut-être la question qui va nous amener dans l'éthique. Je pense que ce qui change énormément la donne, c'est justement en termes de démocratisation, le fait que tout le monde peut faire ça dans sa cave. Et là, ça amène, moi c'est un peu un sujet sur lequel je travaille beaucoup, tous les problèmes, puis on l'a vu dans les élections américaines, de la désinformation. C'est-à-dire que là, on a des studios d'Hollywood à portée de main qui coûtaient des millions, des millions, des millions, des millions pour faire des effets visuels. Là, on peut le faire à coût tellement petit, puis on l'a vu déjà, ça faisait avec les gens en droit, Chesney et Citron, qui avaient déjà posé l'immense problème de ce qu'ils appelaient le dividende du menteur en 2018 dans un article. Ils annonçaient ce qu'on a vu arriver il y a 3 semaines. Alors, je voulais juste faire peut-être une petite... Oui, en fait, je me suis déjà fait poser la question par quelqu'un de VFX, des effets visuels. Il dit, ben là, on est capable de faire tout ça. C'est quoi l'IA que ça amène de plus? Puis j'ai dit, ben, c'est parce que toi, ça te prend une petite armée, puis une compagnie qui coûte des millions. Puis là, maintenant, c'est une personne dans son sous-sol avec un ordinateur qui le fait. C'est ça la différence. Il y a effectivement rien de vraiment nouveau. C'est juste la facilité de le faire. Et avant, quand c'était des boîtes de VFX ou des gros studios Hollywood qui produisaient ces effets-là, ben, ils avaient une espèce d'éthique parce qu'on savait où ils étaient, puis comment les atteindre, puis on pouvait les poursuivre si jamais ils faisaient de la diffamation. Maintenant, c'est tellement... c'est un des effets retard de la démocratisation, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde peut faire ce qu'il veut maintenant. Ouais. Et les hypertrucages, les deepfakes, c'est à peu près impossible à contrôler. Il y en a tellement partout. Donc, mais je suis tout à fait d'accord que c'est pas vraiment nouveau. C'est plus... je vais le tourner dans un autre sens, ce que vous venez de dire. Moi, je suis un cinéaste qui travaille en dehors du Grand Centre de Montréal. Il y a toujours sur chaque territoire un grand centre. Aux États-Unis, c'est Hollywood. Ici, c'est Montréal. En France, c'est Paris. Mais il y a aussi toujours des cinéastes qui travaillent en dehors de ce giron-là, des indépendants. On se déclare souvent des cinéastes indépendants. Et c'est un débat que j'ai eu avec des gens à Montréal, quand ils savent que je fais de la recherche là-dessus, ils me disent des fois, hey, là, tu es en train de jouer avec les poignées de ta tombe, là, tu es en train, tu vas scraper le milieu, puis ma réponse est toujours, mais tu sais, moi, je suis à Québec, le milieu, les grosses infrastructures, on n'en a pas ici, on souffre de ça depuis longtemps, donc quand on voit ça arriver, pour nous, c'est quelque chose d'intéressant, et oui, je suis attristé d'apprendre que les boîtes de VFX à Montréal perdent tous leurs employés, mais en même temps, moi je ne me servais pas de ça. Donc, justement, on rentre dans des espèces de débats éthiques de qu'est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on protège une vieille industrie qui va tomber de toute façon? Est-ce qu'on... et je n'ai pas de réponse à ça. Je constate les... De ce point de vue, du point de vue industriel, j'ai envie de dire, il y a une époque, vous vous en rappelez peut-être pas, mais que ça coûtait 100 000 $ d'avoir une imprimante. Ouais. Ça coûtait. Et puis là, tout le monde a ça chez lui. Ça, c'est un phénomène qui existe dans à peu près toute arrivée de nouvelles technologies, de grosses disruptions. Il y en a une immense, comme tu dis, au milieu de ça. Mais moi, ce que je vois, en tout cas, c'est pour ça que je l'amenais dans, d'une part, des outils créatifs absolument géniaux qu'on a tous envie de s'approprier. Absolument. Puis comment, peut-être ça va être une renaissance du cinéma indépendant, ce qu'on souhaiterait, de voir justement ça nous aider pour le cinéma indépendant à sortir des schèmes hollywoodiens, puisqu'on peut faire la même chose qu'eux. Donc, on va l'espérer, on va faire cette prière-là. Mais quand je regarde les incidences, par contre, de l'autre côté, dans l'espace social, on est en train, à mon avis, de prendre une méchante débarque, vous le savez. Mais ça, on va en reparler. Je pense que j'aimerais bien avoir une discussion là-dessus, parce que j'ai bien aimé cette conversation sur la continuité, mais en même temps, il y a beaucoup de chercheurs spécialistes qui disent, mais c'est aussi du jamais vu dans une forme de rupture quand même. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle éventuellement, mais je veux passer la parole à Serge Lacasse qui a une question aussi. En fait, c'est juste pour parler d'un chemin similaire qu'on a vécu en musique. On dirait qu'en musique, on l'a vécu plus tôt parce que technologiquement, c'était plus simple.
Mais ça, cette peur-là des industries qui démarrent, moi j'ai vécu ça, j'avais 15 ans, 17 ans, mettons, quand moi j'étais batteur, puis là est apparu les machines électroniques qui remplaçaient les batteurs, puis là c'était la fin de la batterie, puis finalement, encore aujourd'hui, il n'y en a autant des vrais que des machines, même si on est capable d'imiter parfaitement. Fait qu'il y a toujours quelque chose d'analogue qui reste. Ça, c'est une affaire, puis je soupçonne que ça va être la même chose avec l'IA. Oui. Donc, dans ce contexte-là, oui, il y a un prolongement, c'est clair. Il y a une sorte de rupture. Il va falloir, moi, je ne suis pas capable de le faire, mais ça va prendre des épistémologues probablement pour la définir correctement, cette espèce de petite rupture-là. C'est un peu la même espèce de rupture qu'il y a eu entre le monde analogue et du numérique. Je trouve que c'est une espèce de saut qu'on arrive à produire les mêmes choses, mais là, c'est une autre rupture, mais qui est technologique, qui n'est pas créative. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué, en tout cas, je connais un peu ces outils-là, là, Sora, entre autres, j'ai hâte de voir qu'on puisse y avoir accès, mais je ne connaissais pas les autres, j'ai hâte d'essayer. Mais ce que je vois, nous, en musique, on a aussi le même genre de choses, mais on a un problème, et celui que, OK, on est capable de décrire le plus précisément possible des choses, mais c'est jamais ce qu'on veut vraiment. Il faut jouer, il faut accepter le résultat qu'on obtient. Oui, on est capable de, par exemple, j'ai fait des exemples où je vous en ai fait jouer la dernière fois, mais maintenant, c'est rendu incroyable. On a un spécialiste de musique ancienne, la musique à cordes, ensemble d'accords baroques, je l'ai fait faire par l'IA, je fais jouer, il disait, hey, c'est qui ce compositeur-là, je ne le connais pas, mais c'est quoi cet ensemble-là? Lui, je dis, c'est un des cofondateurs des Violons du Roi. Donc, il connaît très bien ça. Lui, il a été complètement subjugué par ça. Ceci dit, c'est pas moi qui a décidé quelle note il allait jouer, puis comment, puis on est capable, avec des paroles, je suis capable de mettre mes paroles, puis oui, ils vont chanter, mais c'est pas encore quelque chose que je vais dire, hey, ça, c'est moi qui l'ai créé. Puis donc, ça pose la question que je veux poser, celle de qu'est-ce qui advient de la notion de l'auteur, on va dire, là, qui avait déjà été questionnée par Barthes, mais mettons aujourd'hui, dans ce nouveau contexte-là, qu'est-ce que devient cette notion-là? Comment vous la voyez quand vous avez, comme par exemple le film que vous avez montré, le petit bout là, avec les cimetières? Oui, effectivement, à ce moment-là, c'était tout à fait, comme vous le dites, on génère des images, mais on les guide. Mais il arrive jamais tout à fait où on pense. Parfois, c'est des heureux hasards, des surprises. Et je pense que le travail jusqu'à présent a été beaucoup comme ça. Il faut générer beaucoup d'images pour aller chercher celles qu'on veut et les mettre ensemble. Mais de plus en plus, les outils permettent un contrôle plus fin. On n'est pas encore là tout à fait, mais comme vous l'avez vu, Act One, c'est pour ça que là, on voit vraiment, on peut filmer un comédien puis tu bouges comme ça. Quoique, on l'a testé et en ce moment, Act One, c'est juste, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est juste la tête qui bouge, justement, les épaules, pas beaucoup. On a même fait des tests où j'ai filmé Kevin qui... et finalement, ils prennent juste la tête tout le temps. Donc, Act One dans Runway. Act One, lequel vous avez fait? Oui. Il y en a d'autres, il y a Hedra, mais ils ont tous ces limites-là, mais ces limites-là disparaissent de mois en mois. Parce que quand on a des cas, là, je pense à Alibaba d'il y a 3 ans, puis on voyait, il y avait comme une patate dans la bouche quand il parlait, on le voyait. Puis là, on a vu après les autres qui ont suivi, c'est plus distinguable. Donc, et puis là, on voit que c'est quand même, il y a des moyens derrière. Hein, pour prendre un politicien très connu, puis là, on sait que ça a explosé. Là. Il y en a, ça a explosé. Maintenant, c'est encore, moi, la fameuse question que je pose, évidemment, beaucoup de créativité, c'est tout cette difficulté aussi, des fois, d'arriver à ce qu'on veut vraiment, dans le fond, hein, parce que l'IA ne nous donne pas nécessairement tout à fait ce qu'on veut, il y a approximative, et ça va, d'après moi, beaucoup se modifier dans les 3, 4, 5 prochaines années. On va les avoir, les outils, puis ils vont être parfaits, pas de problème. Maintenant, moi, encore une fois, je remets la fameuse question des incidences énormes
sur la démocratie, par exemple. Et puis là, on a un exemple, là, il y a 3 semaines. Moi, j'étudie beaucoup cette question des élections américaines. Jusqu'à quel point la désinformation était un des facteurs clés. Et moi, je pense que oui. Là, on y est. Ça s'est passé dans d'autres pays, on le sait, aux Indes, etc. Il y a eu d'autres cas avant, mais là, c'est... On verra si ça s'en vient ici. Bientôt. Nous avons au moins une question en ligne. Charlotte, je te laisse nous la partager. Oui, la question, elle est de Marie-Josée Saint-Pierre, qui est aussi membre de l'Axe Art Média culturel. Elle dit « J'aimerais savoir comment vous évaluez le contrôle sur les images que vous générez par l'IA. Les prompts vous permettent-ils de créer des images satisfaisantes ou êtes-vous encore à travailler avec les essais et erreurs? » Je viens un peu d'y répondre, je pense. On est encore beaucoup dans l'essai-erreur. Depuis Act One, depuis 1 mois, vraiment, là, je sens qu'on a un contrôle accru. Mais il reste qu'une part je pense que c'est exactement ce qu'on discutait. Je sens que ça s'en vient, mais oui, on a encore, on n'a pas le contrôle parfait. Il faut, la seule solution, c'est de générer, et ça, on peut demander, par exemple, à Runway ou à Midjourney, génère-moi-en 200. Puis je vais en prendre un, à un moment donné, il va être cadré que c'est super inefficace au niveau du temps, puis énergétiquement aussi. Qu'est-ce que ça... mais c'est encore un peu ça. Mais je pense que ça risque de changer, mais c'est clair que c'est encore un problème. Merci, Charlotte et Jérémy. Moi, je voudrais revenir sur un point que tu as effleuré dans la présentation, peut-être Kevin aussi, sur l'origine des données qui génèrent les images et l'influence que ça peut avoir sur l'esthétisme, le genre, peut-être la fabrication de la génération de certains personnages. Tu sais qu'on travaille, moi, je travaille beaucoup sur la diversité des expressions culturelles. Oui. Est-ce que est dans un mouvement inverse? Il y a plusieurs choses dans cette question-là. Quand on travaille, on essaie de pas trop y penser d'où ça vient, ces images-là, ça appartient à qui. Parce qu'il y a des modèles qui existent maintenant où, par exemple, Adobe, leur générateur, c'est juste des images duquel ils ont les droits, mais il n'est pas très bon. Donc, c'est encore ceux qui ont piqué des images un peu partout qui sont les meilleurs, les générateurs. Au niveau de la création, il y a une chose, j'ai commencé à en parler, mais et ça va avec la question de l'open source, c'est que parce que les modèles sont américains bon, les Chinois donnent quand même une variété déjà d'autres types d'images, mais on sent que dans ce cas-là, c'est plus asiatique, c'est plus... mais travailler sur ces outils-là, il faut un peu se battre avec les outils parce qu'ils nous poussent naturellement vers des esthétiques hollywoodiens, publicitaires, jeux vidéo, science-fiction. C'est des esthétiques très léchées. C'est dur de faire des images un peu sales, là, comme moi, souvent, le cinéma indépendant, j'aime ça quand c'est un petit peu rough. Et l'IA, il faut vraiment le tordre un petit peu pour l'amener dans cette direction-là. Ça rejoint ce que je disais par rapport à l'open source, c'est que j'ai quand même l'impression que ça a une influence sur le type d'image qu'on crée. On n'est pas parfaitement libre à ce niveau-là. Et bon, on n'a pas parlé de censure aujourd'hui, mais les grosses plateformes censurent. Ce qui est génial avec Flux et ComfyUI, tout ça, c'est beaucoup moins censuré. Et souvent, c'est des censures un peu ridicules. Entre autres, le bébé. Le bébé, un adulte qui tient un bébé, souvent, c'est censuré. C'est pourquoi? Ils ont-tu vu que c'était de la pédophilie ou quoi? C'est juste la mère qui tient le bébé. C'est surprenant. Ils sont très, très... ça sort d'américain aussi. C'est très prude, sauf quand tu veux mettre des images de gens qui se font sauter avec ça. Ça passe très bien. La censure est parfois un petit peu incompréhensible sur les plateformes commerciales. Donc, il y a certainement... c'est un combat aussi ça s'améliore cet aspect-là aussi, mais de maintenir une espèce de continuité esthétique dans le film.
Je me rappelle certaines fois, j'ai fait des montages, puis au départ, j'étais concentré au début de la séance, puis je le surveillais, puis je le corrigeais tout le temps. Non, je ne veux pas. Non, dans mes prompts négatifs, je ne mettais pas d'image publicitaire, pas d'image de. Mais j'oubliais un peu en cours de route, puis quand je me réécoutais le lendemain, plus ça avançait, puis que j'étais fatigué, c'est un peu la même chose quand on fait un mix sonore à la fin de la journée, nos oreilles, tu fatigues, et à la fin, je réalisais que tout le dernier bout, j'avais comme un peu perdu cette. J'étais plus alerte à ça, à dire là, il va me pousser vers ces esthétiques, j'appelle ça des esthétiques consensuelles. Ça nous pousse vraiment vers ça. Et il faut se battre avec le système. Il y a moyen de les contourner jusqu'à un certain point. À un moment donné qu'on le fait trop, à un moment donné, on tombe dans des problèmes de censure. Mais c'est des bonnes questions. Effectivement, on n'est pas entièrement libre. Et je pense que c'est pour ça que je ne suis pas encore allé très loin dans tous les outils open source, mais je pense que ça va nous libérer de beaucoup de choses aussi. Mais comme vous l'avez vu, c'est un peu plus complexe à utiliser, là, des espèces de boîtes avec plein de fils que Kevin comprend, que je commence à essayer de comprendre un petit peu mieux. Une autre question dans la salle. Tu es un créateur, un cinéaste indépendant, tu examines toute cette technologie-là. Je te demande un petit exercice peut-être un peu difficile. Tu es capable de voir, d'anticiper dans 2 ans, puis dans 5 ans, tu vas faire quoi avec ça en tant que créateur? Et qu'est-ce qu'on va avoir comme univers, produit ou œuvre qui va être produit ou qui va être généré par cette nouvelle technologie-là, ce nouvel univers-là? C'est extrêmement difficile comme question parce que ça va tellement. On en parlait quelques-uns d'entre nous avant la rencontre, que comment des choses, on pensait que ça allait prendre 3 ans, puis quand dans 4 mois, voilà, c'est là. Comme je vous disais, moi, je pense que d'ici l'été prochain, l'été 2025, on va être rendu au point de pouvoir faire des images parfaitement photoréalistes. Et ce que j'espère, c'est que, parce que beaucoup de films qui n'adoptent pas cette approche-là, ça va devenir un choix de dire je vais être photoréaliste ou non, plus stylisé ou style animation, que ça va en fait nous libérer éventuellement. Maintenant, il y a quand même, ce que ça cause, il y a une espèce de fractionnement du public qui est il y a tellement en fait, c'était avant l'IA que ça a commencé, c'est qu'il y a tellement de films et de séries télé, on est bombardé, il y a des milliers de services maintenant qui... il y a de moins en moins... il y a peu de films maintenant qui font des succès planétaires qui plaisent un peu à tout le monde. C'est très niché maintenant. C'est peut-être pas une mauvaise chose, mais ça devient... ça pose un problème, par exemple, pour le cinéma québécois. On a de la difficulté maintenant à financer nos films. En fait, l'IA est vue par certains comme une solution et d'autres non. D'autres disent non. La démocratisation dont vous parliez tantôt. Oui, mais qui n'est pas... je discutais avec la grande patronne de la SODEC, qui est l'organisme qui finance le cinéma au Québec. Et elle, tout ce qui est IA, elle dit qu'il faut que ça respecte absolument toutes les règles syndicales. Il faut que tu aies la même grosseur d'équipe. Alors que les indépendants, ce qu'on veut, c'est non, on veut réduire, on veut que ça coûte moins cher pour prendre plus de risques. Donc, on est dans... Encore là, j'ai pas de réponse à ces questions-là. C'est très difficile de... moi, je suis en phase en ce moment d'essayer juste de comprendre. Mon expérimentation, je pars des types de films que j'aime, c'est du cinéma indépendant, et j'essaie de me servir de ces outils-là pour faire ces films-là. Et j'espère éventuellement pouvoir dégager prendre un peu de recul et dire OK, ça s'en va en fait vers là, mais tu ne sais pas ce que ça va donner à l'humanité, ces outils-là. Non, ça, c'est au-dessus de... C'est au-delà de... Oui, c'est... Je voulais avoir la réponse à ça. Oui, désolé. Y a-t-il quelqu'un qui l'a? Je vais demander à ChatGPT. Une autre question en ligne, Charlotte me fait signe à suite, Charlotte. C'est Guillaume Fortin qui demande, comparativement à la musique, le concept de la censure du contenu est un énorme frein à la créativité. Le synthétiseur n'empêche personne de faire certaines notes. Est-ce que les IA génératives ne risquent pas de devenir simplement
des générateurs de produits conventionnels et préfabriqués? Ben, c'est un risque, je pense, surtout. Il y a du bon travail qui se fait. Moi, je pense que ultimement, l'IA va donner à peu près, quand on disait tantôt que on reproduit un peu les mêmes choses, il va y avoir une grosse masse de films générés qui vont être un petit peu moches, qui est sans intérêt. Un plus petit groupe qui est de films intéressants sans plus et quelques œuvres de génie. Et ça, si on y pense, ça a toujours été à peu près comme ça dans toutes les formes d'art. Ce qui est difficile, le danger, c'est juste c'est la quantité d'images que l'IA peut générer. On a déjà sur YouTube de se retrouver, il y a tellement d'affaires, puis on se fait pitcher des images, puis notre attention est fractionnée par déjà par les réseaux sociaux. Je pense que l'IA va être ça fois 1000. Et il va y avoir tellement de contenu qu'on risque de se noyer. Ce qui devient difficile, et les distributeurs de films étudient beaucoup ça. Ils essaient de voir comment on fait. C'est la découvrabilité qu'on appelle le terme qu'on emploie en cinéma, la découvrabilité. Et c'est un problème particulier pour le cinéma québécois en ce moment, c'est qu'il est noyé dans une masse de toutes sortes d'autres films de d'autres pays. Et ça prend quand même beaucoup de ressources pour se servir des IA pour les rendre plus découvrables. Donc, il va y avoir un enjeu certainement juste de quantité j'en avais parlé quand on avait fait le panel au mois de mai dernier, je pense, le concept du Dark Forest, que l'Internet devient tellement plein de... Ce qui est un vrai problème pour moi, c'est les films où il n'y a plus d'humain du tout. C'est l'IA qui les génère, puis c'est des histoires préfabriquées avec des templates de personnages, puis des avatars, puis tu regardes tout ça, puis ça se voit vite que c'est insipide, que c'est pas intéressant pour un être humain, et on va faire d'autres choses. Ça, il commence à y en avoir de plus en plus. Et ça bloque, ça occulte l'espace, et ça devient plus difficile, je pense, de trouver les œuvres intéressantes. Ça, c'est le danger que je vois de l'IA, c'est cette capacité à générer 12 films en 10 secondes, alors qu'un être humain prend quelques années pour en faire un. Là, je pense que c'est un problème majeur parce que, dans le fond, l'IA vient exacerber une situation de crise qu'on avait déjà avec la surabondance. On en parlait il y a ça. Il y a une surabondance déjà existence de production humaine où on ne sait plus où donner de la tête, on sait que ça vient jouer sur nos capacités d'attention, etc. Puis là, c'est en train de gonfler au point où, imaginons, disons, 20 ans de production d'IA, la première génération de production IA, dans 20 ans, qui va s'auto-perpétuer après, qui va perdre encore plus ses sources humaines. Et on va arriver à un point où va se situer dans la découvrabilité, disons, la production humaine. Je me rappelle un point l'an passé, je ne me rappelle plus exactement quand c'était vers la fin de l'année, où on a commencé à dire « Midjourney a maintenant généré plus d'images que l'humanité ne l'a fait dans toute son histoire. » Et on constatait aussi que les IA, quand ils se réfèrent à d'autres images d'IA, ils perdent en qualité. Ça se détériore. Donc, il y a quelque chose encore, quand on part d'images humaines, ça apporte encore quelque chose à l'IA. Puisqu'on est dans la Dark Forest et le discours apocalyptique, je vais en rajouter une couche. Est-ce que vous vous êtes penché sur la question de la consommation énergétique de ressources naturelles? Parce que je sais que juste les requêtes textuelles... J'avais, dans ma présentation, je l'avais, ce point-là, à un moment donné, puis je l'ai enlevé parce que j'en avais juste trop. Mais j'aimerais, si jamais il y a quelqu'un qui est à l'écoute, c'est possible... il y a un groupe qui s'appelle On tourne vert, parce que honnêtement, le cinéma n'a jamais été un milieu très écolo. La production classique de cinéma génère beaucoup de carbone. Ça, on a les outils maintenant. Il y a un calculateur de carbone pour les tournages classiques qu'on peut employer. Donc, ce serait très simple pour moi de prendre Isolette ou n'importe quel autre film puis de dire si je le tournais de façon classique, ça va générer à peu près tant de tonnes de carbone. Ce que je ne sais pas et ce que j'aimerais faire comme comparaison éventuellement, parce que je pense que de façon intuitive, contre-intuitive, peut-être que l'IA va faire en sorte que le cinéma génère moins de carbone dans la production. Peut-être.
Sauf que ça va la peut-être... consommation d'eau, apparemment. Oui, oui. L'énergie. Ben, je ne sais pas, mais s'il y a quelqu'un à quelque part dans le groupe qui sait comment calculer qu'est-ce que coûte chaque génération d'images, on pourrait faire un estimé, puis mettre ça côte à côte. La manière traditionnelle en donne temps, puis le film généré par IA en donne temps. Je serais curieux de faire cet exercice-là parce que c'est une question, évidemment, que je me pose. Je suis très écolo dans la vie et ça m'a toujours... il me semble qu'on vient de finir ce combat-là sur des tournages réguliers. Amenez pas de bouteilles en plastique, amenez-vous des gamelles, c'est simple. Et puis là, on est rendu avec une autre affaire, l'IA maintenant, qui change complètement ces données-là. Et voilà. L'appel est lancé. Si Oui. quelqu'un veut se pencher sur le sujet. Oui. Charlotte, il y a d'autres questions en Oui, ligne? une autre question de Marie-Josée. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un rejet naturel de l'industrie et du public pour ce qui est généré par l'IA? J'ai l'impression que les biais négatifs sont très forts en ce moment. Très bonne question. On a aussi, je ne sais pas avec qui j'en parlais avant, je vais partir d'une anecdote au dernier FCVQ, le Festival du cinéma de la Ville de Québec. Dans la programmation des courts-métrages de la Ville de Québec, il y avait un film il y en a peut-être 14 en tout, un film généré par IA qui était assez intéressant. C'était des robots dans des galeries d'art. Donc, c'était tous des humains qui venaient voir les œuvres, mais l'artiste qui prenait un verre avec tout le monde, c'était un robot. Donc, commentaires sur les êtres artificiels qui font de l'art. Et après coup, je suis tombé, on parlait des différents films, et j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs personnes avec qui j'ai même arrêté certaines conversations parce qu'ils étaient complètement hostiles à l'idée qu'il y ait un film fait en IA dans une programmation au point où c'était viscéral. Et autre anecdote, c'est pas de moi, mais il y a eu récemment un artiste, je pense qu'il est à Portland, qui a fait une espèce d'hommage en live action, en prise de vue réelle, inspiré de Princesse Mononoke de Miyazaki, qui était assez bien réussi. Bon, c'était pas le chef-d'œuvre comme l'original, mais c'était une proposition intéressante. Mais il s'est fait attaquer en ligne. Il y a vraiment, c'est pas tout le monde, mais les gens qui sont hostiles à ça sont très, très agressifs, au point où maintenant, les studios à Hollywood, c'est clair qu'ils développent l'IA, mais ils le font un peu en douce. Et moi-même, en ce moment, je fais attention quand je suis dans un événement professionnel, que ce soit une rencontre, un colloque, un festival. Quand on embarque sur ces sujets-là, je sonde le terrain avant d'aller trop loin parce qu'il y a des réactions viscérales qui me surprennent des fois. Des gens qui sont extrêmement hostiles, qui ne veulent rien savoir, que c'est la fin du monde. Donc oui, il y a en ce moment, je dirais... ça rejoint ce que j'ai évoqué durant la présentation. Est-ce qu'on va encore avoir besoin d'êtres humains pour faire des films dans 5 ans? C'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. Ou est-ce que c'est juste des machines qui vont nous les faire, puis nous on va les regarder de façon passive? C'est encore peut-être un scénario apocalyptique, mais ça cause beaucoup d'angoisse dans le milieu. J'ai parlé des comédiens, j'ai fait une petite démonstration de pourquoi ça pourrait être angoissant pour un comédien, mais les gens en effets spéciaux, c'est la catastrophe. Le milieu était en train d'imploser à Montréal. Pour d'autres raisons, c'est pas juste l'IA qui cause ça, mais l'IA est certainement un élément. Les techniciens aussi voient ça, bon, tu génères tes décors, tu n'as plus besoin de direction artistique. Donc, c'est encore 10 autres personnes qui ne travailleront pas. Ça cause beaucoup d'angoisse et je pense qu'il faut quand même être à l'écoute de ça. Ça va dans les défis éthiques de notre... Comment on va travailler, nous, sur ce film-ci avec les comédiens, c'est que la raison pour laquelle j'ai pris certains de mes amis, c'est des bons comédiens, mais je veux qu'ils soient... durant le processus, je veux qu'ils voient tout ce qu'on est en train de faire, puis qu'ils puissent participer à cette conversation-là, puis me le dire, à un moment donné, ça, Jérémy, je n'aime pas tellement ça, ce que tu es en train de faire là, avec mon image ou avec mon... pour que moi, je le sache aussi, comme cinéaste, ça, c'est peut-être une ligne à ne pas franchir si on veut rester éthique et humain. Mais bon, c'est des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse en ce moment. C'est un peu le but de la recherche, c'est de fouiller tout ça,
Puis je pense qu'il faut être un peu bienveillant dans le sens qu'il faut être à l'écoute de ces gens-là, même s'ils réagissent peut-être un petit peu fortement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. On espère pour le mieux, mais voilà. Sur ce point-là, je trouve que c'est de quoi de tellement naturel d'avoir ces réflexions, ces peurs-là face à ça. Quand on regarde juste les progrès, les avancements, on pourrait dire, de l'humanité récente, l'anthropocentrisme a toujours été tellement présent. Ça a été difficile, ça a pris énormément de temps pour vraiment prendre un pas de recul, regarder qui on est vraiment, et pas juste qui on pense être. Puis l'intelligence artificielle arrive ici avec encore la même question, en fait, où on a l'impression qu'on a peut-être le monopole de l'intelligence sur Terre, voire de l'univers. Puis là, ça nous fait repenser, en fait, à ça. Fait que perpétuellement, face à ça, on est heurté par notre propre sécurité de l'espèce, ce qui fait que nous, on croit être nous. Fait que ce choc-là, puis vraiment, c'est un effort qu'on a commencé à faire il y a des siècles, on va continuer de le faire vraiment encore pendant des siècles, à s'enlever du centre du monde. Merci. Dernière question. Deux autres questions. On peut prendre encore quelques minutes de votre temps. Kevin et Jérémy, vas-y, Charlotte. Il y a une question qui dit, somme toute, ne faites-vous pas ainsi l'apologie de l'IA et de son business alors que la critique s'accorde mal avec l'argument de compétitivité que vous prenez? J'ai raté la première partie de la question. C'est marqué, somme toute, ne faites-vous pas ainsi l'apologie de l'IA et de son business alors que la critique s'accorde mal avec l'argument de compétitivité que vous prenez? J'espère que non. Je pense que je l'ai dit plus tôt, depuis que je travaille avec l'IA, j'oscille entre l'émerveillement et la consternation. Moi-même, j'ai passé 30 ans de ma vie à acquérir toutes sortes de connaissances, puis des pratiques, puis plusieurs métiers en cinéma qui sont maintenant remis en question par l'IA. Donc, je me demande, moi des fois, je l'ai dit plus tôt, est-ce que je suis pas en train de jouer avec les poignées de ma tombe? Est-ce que je vais encore être pertinent comme réalisateur et comme créateur dans 5 ans, au rythme où vont les choses? C'est des questions que je me pose, pour lesquelles j'ai pas de réponse. Moi, je pense, ma position par rapport à ça, j'espère que je ne fais pas l'apologie, je ne suis pas un apologiste de l'IA, et je pense que, et j'espère qu'il y a des gens qui vont continuer à faire du cinéma traditionnel sans IA. Moi, je compte certainement continuer à en faire. Mais je pense qu'au point où on en est, il faut se mêler de ça. C'est le même que je l'explique à mes étudiants. Il faut s'en mêler, il faut y aller, il faut regarder qu'est-ce qui se passe et essayer de comprendre. Sans ça, le train va nous passer dessus. Et peut-être qu'éventuellement, on va constater que non, faut arrêter ça. C'est juste pas bon pour l'humanité, mais j'ai pas ces réponses-là encore. Deux autres questions? Oui, il y en a une qui s'est ajoutée entre-temps. La première, c'est si on veut savoir plus sur l'utilisation des modèles en open source ou de votre modèle en open source, comment faire? Je dirais en général, vraiment. C'est sûr que c'est un milieu qui n'est pas très... c'est tellement nouveau. On ne peut pas facilement trouver des guides. Après ça, certainement, là, le YouTube est quand même de quoi d'assez fascinant. La vitesse à quel point on peut trouver de l'information qui est bien partagée en vidéo. Donc, vraiment, YouTube, juste, je cherchais, en fait, de commencer à comprendre comment que l'IA générative, comment qu'elle fonctionne, c'est quoi cette technologie-là. Puis après ça, vraiment, aller plus spécifiquement vers l'IA générative d'images et de vidéos. Moi, GitHub, en général, GitHub, vraiment. Hugging Face. Exactement. Puis Civit.ai, qui est probablement les trois sites qui possèdent le plus d'informations sur le sujet. Et la dernière, c'est l'IA créera sûrement d'autres types d'emplois dans le cinéma. Les gens devront se réorienter. La possibilité sera-t-elle là? J'espère. Mais en même temps, un des effets que l'IA risque d'avoir, c'est que ça va prendre moins... je pense que ça ne prendra pas 60 techniciens pour faire un film. Et ça, c'est quelque chose qui... En fait, beaucoup de créateurs vont trouver... C'est lourd quand on a une grosse équipe à déplacer. On a dépassé un peu, mais il y a tellement de sujets intéressants à discuter. Moi, je me permets une dernière question. Je disais, nous sommes
Moi, je suis titulaire de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. On se pose beaucoup de questions sur le rôle des politiques publiques pour soutenir la créativité, la production, la diffusion d'expressions culturelles. Quel peut être le rôle justement des politiques dans l'accompagnement du secteur, dans cette transition? Tu évoquais la Société de développement des entreprises culturelles qui a pris position, mais peut-être sans doute cette position va être appelée à être revue. Peut-être quelques mots de la fin sur quelles sont vos attentes pour qu'on accompagne le secteur dans cette transition? Ben, moi, je pense qu'on ne pourra pas. Ça date d'avant l'IA, le modèle québécois de financement du cinéma. Bon, on a un cinéma qui coûte cher, on a un petit. On est 8,5 millions maintenant, donc on est un petit marché. Notre cinéma, alors que le cinéma mondial a tendance à aller vers deux extrêmes, soit vers les super grosses productions à 3, 4, 500 millions, ou de l'indépendant très, très léger. Tout le cinéma québécois est un petit peu dans le milieu en ce moment. Donc, il n'est ni l'un ni l'autre. Et ça date d'avant l'IA. Ça, c'est pas l'IA qui a amené ça. On le sait depuis 15 ans qu'on s'en va vers des problèmes. Comment le cinéma, surtout le cinéma francophone, comment il va se placer dans cette nouvelle configuration-là. Moi, je pense que l'IA pourrait aider du côté de la production plus légère, mais ça, en ce moment, la SODEC est assez résistante à ça. Non, on ne baisse pas les budgets, non, il faut que tout soit, on respecte toutes les conventions, et il y a quelque chose de socialement correct à faire ça. On essaie de préserver une qualité un environnement de travail et des revenus corrects pour les gens. Mais il y a des pressions l'IA vient mettre une pression là-dessus, vient remettre ça en question. Moi, je regarde beaucoup ça du point de vue et ça, c'est un vieux combat aussi, c'est bien avant l'IA. Moi, ça fait 30 ans que je fais des films à Québec et je défends férocement le fait qu'il faut qu'il y ait ce que j'appelle la diversité territoriale. Oui. Il faut que le cinéma se fasse partout sur le territoire du Québec. Il est très concentré à Montréal. Il l'a toujours été. Et ça, c'est le même problème dans beaucoup d'autres pays. Moi, je pense que je vois une possibilité pour les producteurs et les réalisateurs régionaux de se servir de l'IA pour aller chercher ce qu'ils n'ont pas de toute façon. Les grosses infrastructures industrielles, ils sont toutes à Montréal. On ne les aura pas en région. On ne se bâtira pas des studios ici à Québec. L'IA peut venir nous aider. Maintenant, c'est ça. C'est sûr que la gang à Montréal n'aimera pas beaucoup entendre ce que je suis en train de dire là. Mais c'est le bénéfice, c'est la prérogative du conférencier de donner ses opinions sur un sujet. Un grand merci, Jérémy et Kevin, pour votre présentation. Merci au public d'avoir été des nôtres en ligne et dans la salle. La conférence devrait être disponible sous peu sur le site de l'Obvia si vous voulez la réécouter ou la partager. Alors, merci encore. Restez à l'affût de ce que fait l'Axe Arts Médias et Diversité culturelle en vous abonnant notamment à notre infolette qui est diffusée environ toutes les 2 semaines. Et si vous avez envie de participer au prochain ouvrage collectif de notre axe qui sera justement sur l'IA générative, culture et médias, répondez à notre appel à contribution d'ici au 15 décembre. Alors, merci. Bonne journée à toutes et à tous et à la prochaine.